La symbolique de l'extincteur, c'est une chose extraordinaire. J'aurai l'occasion d'y revenir pour donner des exemples et des éléments concernant bien d'autres choses. La symbolique de l'extincteur. Que voilà donc quelque chose qui attire notre attention sur la périssabilité ou la péremptibilité de ce que l'on pense être inamovible, et surtout ses sens, qui en fait relèvent purement de la doxologie, c'est-à-dire du périssable, du temporel, qu'on a apporté au départ à des nécessités impérieuses. Je reviens sur l'histoire du cachère, et je suis désolé pour une fois d'être d'accord avec Michel Onfray, parce que ça me nave tellement je trouve sa latitude de pensée très, très basse, mais bien évidemment, point ne sert de continuer d'inventer ou de rajouter des symboliques extraordinaires sur l'abstinence de la viande de cochon. C'est totalement inutile. On n'a pas besoin. Quand on sait que le point de départ était un point de départ hygiénique. Bon, la symbolique de l'extincteur. C'est ce qui consiste à ramener à sa plus âpre réalité des choses qu'on a, des éléments symboliques ou sémantiques qu'on a soit montés en mayonnaise, soit créés de toutes pièces. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans une vidéo précédente, je parlais du caractère inamovible et parfaitement figé de la franc-maçonnerie, en particulier anglo-saxonne, qui, incapable de faire évoluer sa partie doxologique ou d'admettre l'évolution de sa partie rituelique, est en train de se déconnecter totalement de la société dans laquelle elle est censée être immergée, et cette franc-maçonnerie mourra sur pied. A contrario, la franc-maçonnerie latine, on va dire, pour faire simple, et en particulier la franc-maçonnerie française, a l'art de surcharger en symboles et en signification des choses qui n'en ont pas forcément. Donc j'en reviens à la symbolique de l'extincteur. Ce qui nous fera également penser à ce dont je parlais en une autre occasion, sur ces erreurs sublimes qui font évoluer le ritem. Je parlais de Borges, voilà. Voici une vingtaine d'années, 25 ans maintenant, à Paris, en loge, un jeune apprenti, un jeune maçon, un apprenti, doit, de façon imminente, vu le délai ordinaire imparti, être reçu au grade de compagnon dans le rite écossais ancien et accepté. Comme il a un surveillant, chose qui malheureusement se voit trop souvent, qui ne fout absolument rien, le surveillant s'abritant derrière une certaine côté libéral, cool, plutôt que de se creuser la tête et de donner un sujet de planche à son apprenti, lui dit bah, tu prends le sujet que tu veux et tu le traites bien. Ça, j'adore. Alors, il prend le sujet qu'il veut, et puis il dit mais moi, j'ai pas d'idée, parce que c'est pas le. Enfin, voilà, c'était un garçon, un frangin qui avait envie de travailler. Il dit il faut m'aiguiller, parce que c'est pas les sujets qui manquent. Et ben, le surveillant lui dit écoute, quand tu rentres en loge, dans ton degré, tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Eh bien, tu prends un objet symbolique et tu en parles avec ton cœur. Bon, très bien. Tu en parles avec ton cœur. Du coup, il a fait une planche absolument remarquable qui a eu le double mérite, 1, de montrer qu'il avait beaucoup d'esprit, 2, de montrer que le surveillant ne s'occupait absolument pas de ses apprentis. Il a fait une planche remarquable sur un objet symbolique présent en loge, aux 3 couleurs de l'alchimie, avec marqué dessus Cycli. Voilà. Il a fait un moment d'esprit, il nous a donné un moment d'esprit extraordinaire sur les 3 couleurs noir, rouge, blanche, 3 couleurs fondamentales de l'esprit selon Jung, 3 couleurs de l'alchimie dans la tradition alchimique, et ça a été un moment de rigolade fantastique. Tout ça pour dire qu'il y a certaines choses dont le signifiant peut évoluer, dont la signification, peut évoluer grandement dans le temps. Et ça, nous avons tendance dans la franc-maçonnerie française ou dans la franc-maçonnerie latine en général à en faire des tonnes.
La première fois que j'allais en Écosse visiter celle qui allait devenir ma loge, ma désormais loge mère, ou ma désormais loge principale et d'ailleurs unique, je visitais un local, parce qu'on ne dit pas temple là-bas, on dit lodge room, voilà, parce que le temple, eux, ils ne confondent pas, ils savent que le temple c'est celui de Salomon ou que c'est le temple intérieur. Le lodge room, c'est l'endroit où on se réunit. Voilà. Et dans le lodge room, à un moment donné, à l'ouverture des travaux, on accroche la tracing board, la planche à tracer du premier degré, on l'accroche à un moment donné dans la loge. Or en France, on nous a toujours rabâché que cette planche, selon le rite, devait se trouver à un endroit très particulier. Alors soit au pied du second surveillant parce que c'est la planche des apprentis et que le second surveillant est l'instructeur, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays anglo-saxons, notez-le. Soit elle était au nord parce que c'était le côté des apprentis, soit ceci, cela. Bon. Ou alors en plein centre de la loge, en plein milieu du pavé mosaïque, etc. Et puis on est comme sens que, oui, on a redessiné un symbole de la loge au milieu de la loge, on fait une mise en abîme, on rappelle les symboles essentiels du rite. Bon. Mais là-bas, je vois qu'on l'accroche à un clou, cette planche, à un mur, et je ne vois pas le rapport avec dans la topographie, la topologie du lieu, je ne vois pas pourquoi là, c'était pas le nord, c'est pas près d'un surveillant, bon. Et détail important pour la suite de l'explication, ce lodge room est entièrement classé monument historique, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous classement monument historique, c'est-à-dire patrimoine de l'Empire britannique. Il n'y a pas 1 cm² de cet endroit, des plafonds ouvragés aux boiseries absolument sublimes, de l'orgue historique avec des tuyaux de montre. Les tuyaux de montre, c'est ceux qu'on voit devant en organologie. Les tuyaux de montre plaqués or, le clavier encore en ivoire, en ébène, pompe à bras, des trompe-l'œil sur les murs. Tout est classé. Et tout est maçonnique, parce que c'est un lodge room qui a été fait par des francs-maçons pour la franc-maçonnerie. C'est pas un local recyclé, il a été construit par les frères d'une loge pour leur loge. Donc tout est signifiant. Alors du coup, comme tout est signifiant, on se dit donc forcément cette tracing board, cette planche à tracer, si elle est là, il y a forcément un sens. Du coup, je pose la question. Bien m'en a pris. Mon frère, pourquoi est-ce que le tracing board est accroché là? Et il me répond, eh bien parce que c'est là qu'il y a le clou. Voilà. C'est là qu'il y a le clou. Ben oui, c'est évident. Ne sachant pourquoi il était là, à un moment donné, des frères ont vu qu'il y avait un clou. La loge, le lodge room étant relativement petit, pour ne pas embarrasser la déambulation, et pour ne pas planter un autre clou dans un mur qui entre-temps avait été classé monument historique, ils ont accroché la planche à tracer au clou, si j'ose dire, à le clou qui était là. Eh bien, vous voyez, je pense que un énorme pourcentage de la symbolique maçonnique telle qu'on l'a fait en France, ça vient de ce genre d'ânerie. C'est pour ça que je parlais de l'erreur borgésienne dans une autre vidéo. C'est-à-dire, parce que quelque chose est d'une certaine couleur, on doit lui trouver un sens. Là où il n'y en a pas forcément. Parce qu'une chose se trouve à un certain endroit, c'est forcément en rapport avec ceci, qui, cela, machin et tout. Soyons extrêmement prudents. Et là où je suis très étonné, c'est que entre l'indigence symbolique, philosophique, intellectuelle de la franc-maçonnerie anglo-saxonne en général, pas dans le rite, puisque par exemple le rituel américain, le York Rite, est un des plus sublimes qui soit en matière de narration biblique, christique, etc. Il est absolument magnifique. Mais dans l'approche, dans finalement quelque part le backup que les frères ont de leur rituel,
on avoisine le zéro Kelvin, c'est du néant absolu. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne veulent pas le savoir. Nous, les Français, enfin les Latins de façon générale, et les Français en particulier, on a ceci d'extraordinaire que si par malheur un pigeon rentre par le hublot du local où se trouve la loge et fait un caca sur un endroit précis, par exemple de la table du vénérable ou d'une planche tracée qui se trouve là, quelques années plus tard, ce caca fait partie de l'instruction symbolique et on va lui trouver un sens antédiluvien, alchimique, philosophique, imaginal, absolument extraordinaire. Et c'est ainsi, et c'est de cette façon que la franc-maçonnerie, comme la religion, dans cette phase rythmique, c'est-à-dire dans l'expression rituelle des choses, ne saurait jamais être fixe. Que de la même façon que on a trouvé jusqu'à 55 000 sources d'écriture différentes à partir des documents collectés ça et là dans la rédaction moderne du Tanakh, de l'Ancien Testament, de la même façon qu'à partir d'une Vulgate et de Saint Jérôme, les Bibles ont été recopiées par des copistes, souvent bénédictins, à la main, et des fautes s'y sont introduites, jusqu'à aujourd'hui, entre les différentes couches des rédacteurs, les temps bibliques et post-bibliques, et les différentes couches des copistes, on arrive aujourd'hui à ce que la Bible soit devenue un palimpseste extraordinaire de richesse de sens différentes ou divergentes par rapport à ce qu'aurait pu être le texte original. Et bien de la même façon, le rituel maçonnique, constamment réécrit, peut apporter du sens, parce que du fait de la réécriture, il y a actualisation. Du fait qu'il y a actualisation, il y a actualité. Donc il y a synchronisation au bain social. Donc on maintient le lien actuel entre le rite et la société. Mais de même aussi, il y a des âneries fantastiques qui ont pu, ou même certainement ont été introduites dans ce que certains estiment être une tradition immuable. Le coup du clou, qui évidemment est remarquablement mis en abîme avec la symbolique de l'extincteur, attire notre attention sur le fait qu'il n'est pas impossible que ce que nous considérions aujourd'hui comme faisant partie du mythème ne soit en réalité, pour beaucoup de cas, que des variantes folkloriques, des variantes locales, des variantes culturelles, souvent issues d'erreurs, à l'intérieur du mythème. Et c'est là où il faut faire très attention. C'est là où il faut toujours se souvenir qu'une société de sens, a fortiori une société philosophique et spirituelle, a fortiori quand il y a du sacré à l'intérieur, donc quand il y a du mythe, et que ce mythe est cristallisé, eh bien, une société telle que celle-ci, une église, une fraternité, une société à mystère, une société initiatique, ne peut en aucun cas être fixe dans la totalité de ses composants. Le fixisme non seulement n'y existe pas, mais ne doit surtout pas y prédominer. Ce qu'on appelle la tradition, que ce soit avec un grand T, et là je suis extrêmement prudent, ou avec un petit t, c'est un flux héraclitéen. Et ça, on va y revenir dans des prochaines vidéos. On va parler du flux héraclitéen, comme on va parler de la triarchie cosmique, comme on va parler de la tritemporalité, parce que ce sont des éléments, des distinguos à faire entre différentes choses qui font notre initiation, qui font notre religion. Ce distinguo doit absolument être fait pour comprendre comment nous pouvons rester des individus spirituellement vivants dans une société vivante et comment on peut faire perdurer les traditions sans les faire moisir et sans faire tartir tous les gens qui sont amenés à les aborder.